Merci beaucoup de m'accueillir, c'est un plaisir. J'étais venu il y a quelques années ici, c'était peu de temps après les premières publications sur le plan d'école du cancer de la prostate, et le hasard fait que je reviens quelques jours après de l'épisode numéro 2, vous voyez, c'est comme une série. Bon. Oui, IRSET, Institut de recherche sur la santé, l'environnement et le travail. C'est un institut de recherche INSERM qui regroupe actuellement 275 personnes, une dizaine d'équipes de recherche, de plateformes, et qui bénéficie d'un bâtiment tout neuf qui a été mis en fonctionnement il y a 2 ans et qui regroupe pour l'instant les 2 tiers de ces chercheurs et il y a en prévision de construction d'une annexe qui va être financée pour regrouper tout le monde. Je dirige une équipe de recherche parmi les 10 en épidémiologie environnementale. On s'intéresse sur conséquences de l'environnement, surtout de l'environnement chimique sur la santé dans ses différentes dimensions, en particulier la fonction de reproduction, les organes de la reproduction, les pathologies tumorales hormonodépendantes. Et notre approche dans mon équipe est essentiellement donc épidémiologique. On travaille, notre objet d'étude, ce sont les populations. Cet institut est labellisé INSERM. Effectivement, en 2013, l'INSERM a produit une commande des pouvoirs publics pour une expertise sur les problématiques de pesticides et santé. Pesticides et santé, c'est vaste, autant pour le mot pesticide que le mot santé, et c'est un document de 900 pages, interlignes simples et petits caractères pour montrer la densité. Et effectivement, le pouvoir public, donc 5 ministères, je crois, c'est ça, on va demander à l'INSERM une actualisation pour la fin 2019, donc l'INSERM a réuni un groupe d'experts, vous saviez que vous donc, en fait partie. Et dans le cadre de cette saisine, qui doit faire l'objet d'un finalisé pour la fin 2019, il y a eu à l'intérieur une double saisine, enfin une saisine, 2 saisines supplémentaires, une dans l'urgence sur la problématique du chlordécone et du cancer de la prostate notamment, où c'est un document qui a été finalisé fin février, transmis aux autorités, ça circule actuellement, et ce volet d'expertise devrait être rendu public. Alors, on ne sait pas quand, c'est une décision de la direction générale de l'INSERM. Comme ce sont des dossiers quelque peu politiques, on ne sait jamais trop voilà, comment les choses. Et puis, il y a une deuxième saisine aussi, à l'intérieur, un petit peu moins urgente. Hein, il n'y avait pas de calendrier fixé, mais très d'actualité, puisqu'il s'agit cette fois-ci du glyphosate. Donc, l'année 2019, voilà, être fort occupé. Donc, vous m'avez demandé de parler alors d'une certaine catégorie de pesticides, les pesticides organochlorés, et d'un certain aspect de la santé, qui est bien sûr les cancers qui, bien entendu, dès qu'on prononce le nom, forcément, cela a un impact médiatique certain, et ce qui fait qu'on traîne toujours autour de ces questions tout un débat sociétal, médiatique, politique, etc., qui ne correspond pas toujours à la réalité, soit dans un sens ou dans l'autre. Donc je vais essayer d'être assez synthétique et justement je vais repartir de cette expertise collective de 2013, dont sur la plupart des chapitres, y compris le cancer en général, c'est en cours d'actualisation. Néanmoins, ce qu'on voit déjà, c'est qu'entre 2013 et 2019, il n'y a pas eu, disons, de découverte révolutionnaire qui bouleverse voilà, le panorama connu en 2013. Donc ce que je vais vous présenter va être sensiblement, à quelques détails près, ce dont on va pouvoir conclure à la fin de cette année. Annoncé là. Voilà, peu importe, il faut que je maîtrise. Voilà. Donc vous voyez sur la gauche, ce sont donc données de synthèse de l'expertise collective 2013 en cours de mise à jour en 2019.
Alors, parmi les pathologies tumorales qui ont été traitées dans ces expertises par rapport à la problématique des pesticides, et plus particulièrement des pesticides organochlorés, ce ne sont pas l'ensemble des pathologies tumorales, mais disons les plus étudiées. Très souvent les plus étudiées, c'est soit parce qu'elles sont les plus fréquentes, soit ce sont parce que aussi ce sont celles qui attirent le plus l'attention de la communauté médicale, etc. Soit aussi des fois tout simplement pour des raisons pragmatiques diverses et variées. Et donc une attention particulière a été portée dans la littérature médicale et scientifique au cours de ces 40 dernières années. On peut dire que le problème de pesticides et de cancer, ça va être à partir des années 70, où vraiment on commence à se poser les questions. Et un des vastes domaines, ce sont les lymphomes non hodgkiniens. Alors, l'expertise de 2013 avait établi à la fin un document de synthèse, parce que bien sûr, il faut transmettre tout ça en langage intelligible au pouvoir public, n'est-ce pas, en message fort et synthétique. Et donc, on avait décidé lorsqu'il y avait des éléments suffisants, d'établir non pas des liens de causalité, parce que la causalité c'est quelque chose qui sont presque des principes philosophiques et qui nous dépassent, je dirais, une approche pragmatique et médicale et scientifique, mais plutôt d'établir ce qu'on appelle des présomptions, de liens de présomption. Et on avait décidé, sur la base d'un jugement d'experts, bien entendu, de voir si ce lien de présomption était faible, modéré ou bien fort sur la base des données existantes. Et en matière de lymphome non hodgkinien, beaucoup d'études qui se sont intéressées à la problématique des pesticides en général et bien sûr, surtout chez les agriculteurs, la présomption globale était globalement faible. Néanmoins, en nous intéressant à un certain nombre de matières actives, et là, je ne vais que vous présenter les organochlorés qui ont déjà été cités, donc beaucoup de ces noms vous sont maintenant connus. Vous voyez par exemple le lindane. Eh bien, le lindane, regardez comment, selon les populations d'études auxquelles les travaux se sont intéressés, on arrive à des divergences dans la présomption. Les travaux réalisés chez des agriculteurs, utilisant le lindane, la présomption d'association entre l'exposition au lindane et survenue donc, de lymphome non hodgkinien était forte. Et forte, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'études correctement faites qui montrent des associations positives. Néanmoins, des travaux tout aussi sérieux, mais cette fois-ci réalisés chez les éleveurs, également utilisateurs du lindane, et bien là, la présomption devenait moyenne. Et puis finalement, en s'intéressant à des études où il s'agissait de l'usage professionnel du lindane, peu importe qu'il soit agriculteur, éleveur ou tout autre, et bien là, les liens de présomption sont faibles. Donc là, ça crée, comme vous voyez, de l'hétérogénéité qui fait qu'on peut avoir, disons, un certain doute ou certaines interrogations. Alors, ça peut être dû à mille et une raisons liées à la qualité de l'évaluation de l'exposition, parce que très souvent, la plupart de ces études sont des études rétrospectives, dans lesquelles finalement on demande aux personnes: avez-vous ou pas utilisé du lindane, avez-vous ou pas utilisé telle et telle molécule. Bien, avec toutes les erreurs que cela comporte, bien entendu, mais lorsque des efforts en termes de questionnaire, alors il y a toute une science qui s'est développée pour bien sûr valider les outils, ben ça peut être des apports assez importants. Vous voyez que concernant les lymphomes non hodgkiniens et le DDT, c'est à peu près la même situation selon on est agriculteur, éleveur ou l'usage professionnel. Et puis d'autres molécules telles que le clardane et l'aldrine. Donc voilà, je résumerai dans le cas des lymphomes non hodgkiniens et sous réserve effectivement des travaux qui vont être relus et revus d'ici à la fin 2019, eh bien, on est dans une situation très hétérogène, qui ne veut pas dire qu'il n'y se passe rien, mais peut-être qu'on a soit probablement un manque, disons, d'outils
nécessaires pour bien établir des associations si elles existent. Malheureusement, avec ces produits, c'est un commentaire général, plus le temps passe, plus on aura des difficultés à revenir en arrière. Alors, petit aussi, je m'allonge un petit peu ici, mais ça servira pour tout le reste. L'hypothèse de cancer de beaucoup d'insecticides organochlorés n'est pas une construction intellectuelle comme ça du jour au lendemain, disant tiens, on va voir s'il y a du cancer dans le coin. Mais en fait, ça part d'études expérimentales chez l'animal, généralement chez le rongeur, le rat et la souris, dans des essais de cancérogénèse, vie entière, bien entendu, à des doses particulièrement élevées. Et ce sont les substances qui ont donné lieu à des essais positifs de cancérogénèse in vivo, parfois complétés avec des études in vitro de génotoxicité, mutagénèse, etc., qui a fait qu'un certain nombre d'organismes internationaux, je pense au Centre international de la recherche sur le cancer, ont établi que telle et telle molécule avait un potentiel cancérogène. Et il est vrai, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux présentent ces propriétés caractéristiques donc chez le laboratoire. C'est donc signal d'alarme qui a justifié par la suite, bien évidemment, les études et les recherches épidémiologiques sur les associations entre l'utilisation de ces produits, très souvent en milieu professionnel, bien entendu, puisqu'on n'y est plus exposé dans la population générale, et survenue de cancer. Si on s'intéresse aux leucémies, eh bien vous voyez que les pesticides en général, alors, peu importe qu'ils soient organochlorés ou tout autre, comme un certain organochloré, l'indane, heptachlore, chlordane ou toxaphène, vous m'excuserez, mais le toxaphène, je l'ai mis dans les organochlorés, même si effectivement il a une structure différente, un peu différente aux autres, mais voilà, on est organochloré ou organo-halogéné, très souvent s'agissant comme halogène le chlore. Bien, vous voyez qu'en matière de leucémie, là pour l'instant, les présomptions sont moyennes, mais globalement, il y a quelque chose et cela mérite des recherches complémentaires. D'autant plus qu'en matière de leucémie, vous savez très bien que des leucémies, il y en a de différents types qui sont très différentes les unes des autres, et jusqu'à maintenant, beaucoup des études ont mis tout le monde dans le même paquet, ce qui peut créer de l'hétérogénéité. Et déjà, je peux vous dire que les analyses que nous faisons actuellement dans la mise à jour de l'expertise nous montrent qu'il y a certaines qui ne sont pas, semble-t-il, impliquées, mais certaines d'autres, parfois assez rares, où les associations sont un petit peu plus consistantes. Un autre cancer aussi très, très évoqué est celui du cancer du testicule, et en particulier dans le contexte où on a dit que l'incidence du cancer du testicule serait en augmentation importante dans les populations occidentales, ce qui est vrai, et qui serait peut-être dû à la problématique des perturbateurs endocriniens. Il s'avère que un certain nombre d'insecticides organochlorés ont par ailleurs des propriétés hormonales. Je ne les détaillerai pas, je reviendrai sur le chlordécone, et donc ça a justifié la recherche d'un certain nombre de travaux, et sur un nombre limité de publications, études surtout rétrospectives, mais quand même assez bien faites, 2 molécules sont apparues ou apparaissent avec un lien de présomption moyen, mais cette fois-ci en population générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'études en population professionnelle. Et apparaît le DDE. Le DDE, on va en reparler, car c'est le principal métabolite dans un organisme donc, de transformation du DDT, mais c'est aussi un métabolite environnemental. Le DDT peut se transformer en DDE dans l'environnement. Il s'avère que ce métabolite est bien plus persistant que le DDT. Et si nous faisions des mesurages de sang parmi nous tous,
nous verrions que nous aurions peut-être des traces infimes de DDT, mais je suis prêt à parier que 99% de l'assistance, eh bien, on va trouver des traces de DDE. J'y reviendrai. Une autre tumeur qui a été associée à des pesticides chlorés, le toxaphène, en population agricole, avec cette fois-ci un lien de présomption de type moyen. Avec toujours, bien sûr, la difficulté en milieu agricole de séparer bien l'utilisation des produits et puis l'influence des rayonnements ultraviolets, puisque bien sûr on travaille en plein champ, et l'application. Mais ces travaux-là, qui ont permis donc de conclure à cette présomption moyenne, ont tenu compte bien sûr de ce paramètre. Voici, je dirais, avant de parler d'une autre tumeur, qui est celui du cancer de la prostate, les principaux cancers qui ont été évoqués dans la littérature en lien avec des insecticides organochlorés, sachant que là où il y a actuellement le plus de recherche, ça va être sur le lymphome non-hodgkinien, sur les leucémies, avec là une grande difficulté qui est liée bien sûr à l'hétérogénéité de classification de ces maladies tumorales qui évolue au cours du temps, mais qui peut-être permettra d'éclaircir la situation. Sur ces deux pathologies tumorales, testicules et mélanome cutané, il n'y a vraiment pas eu de nouvelles avancées particulières au cours des années. J'ai oublié le sein, excusez-moi. Il s'avère que le cancer du sein n'a pas fait l'objet d'une expertise détaillée en 2013, simplement d'un document de synthèse, et il y aura néanmoins une mise à jour pour 2019, et comme je vais m'en occuper, je m'en occupe, je vais pouvoir vous dire à peu près où nous en sommes. Le problème du cancer du sein en lien avec des pesticides a été essentiellement étudié en lien avec des expositions environnementales. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que les femmes étant beaucoup moins fréquentes en termes d'utilisatrices de pesticides, eh bien, cela a difficulté, bien sûr, beaucoup des études. Dans les tumeurs précédentes que je vous ai montrées, à part le testicule, les autres, c'est majoritairement chez les hommes, bien entendu, parce qu'en population agricole, c'est en gros au moins 80% d'hommes les utilisateurs. En tout cas, en termes d'exposition environnementale à des pesticides, il y a eu beaucoup de travaux depuis les années 70, et c'est vraiment à partir du début des années 90 où des travaux avec une mesure objective donc d'un polluant dans le sang, donc du DDE, principal métabolite du DDT, publication qui avait montré un risque augmenté en lien avec l'exposition au DDE mesuré dans le sang. Vous comprenez que cela a généré énormément de travaux dans la littérature jusqu'au tout début des années 2000, mais la synthèse qui en a été faite, et je cite deux publications majeures, très bien faites, concluait l'absence de preuves suffisantes en faveur d'une association entre pesticides organochlorés, dont le DDE, et le risque de cancer du sein. Et les études récentes, plus récentes, sont tout aussi contradictoires. S'agissant des expositions professionnelles, oui, il y a une nouveauté très importante en 2017, assez récente, dans le cadre de la cohorte AHS, Agricultural Health Study. C'est la plus importante cohorte prospective en milieu agricole qui s'intéresse particulièrement à l'impact des pesticides, mise en place il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, presque 30 ans d'ailleurs. Elle comprend à peu près 100 000 personnes dans 2 États américains. Et récemment, ils ont publié sur les à peu près 30 000 conjointes qui étaient potentiellement exposées à des pesticides, soit par l'utilisation, soit parce que leur conjoint l'utilisait, donc habitait au milieu rural. Eh bien, ils ont étudié le risque de survenue de cancer du sein après près de 20 ans de suivi, d'études prospectives. Et vous voyez sur la gauche aldrine, chlordane, DDT, diéthyl, deltachlore, lindane, toxaphène. Au
aucune association n'a été observée. Vous voyez dans cette colonne le nombre de cas de cancer du sein, et vous voyez que c'est quand même faible, bien sûr, par rapport au nombre total. Donc, peut-être qu'avec des effectifs plus importants, on pourrait, mais enfin quand même, on parle d'une population de 30 000 femmes, donc vous voyez, c'est pas petit, mais en tout cas, il n'y a rien. Donc on pourrait conclure que finalement, il n'y a pas grand-chose sur organochlorés et sein, si ce n'est qu'en 2007, il y a une publication très intéressante, puisqu'elle s'est basée sur du prélèvement de sang qui ont été recueillis entre 1959 et 1967, dans le cas d'une étude, dans lequel il y a eu du dosage du DDT, c'était le DDT qui avait été mesuré, regardez la période, et ils ont étudié finalement, chez ces femmes-là, quels étaient le risque de survenue ultérieure d'un cancer du sein, en se limitant aux femmes qui avaient moins de 14 ans en 1945. C'est un critère qu'ils ont utilisé. Et là, ils ont observé que le risque de survenue du cancer du sein était augmenté par 5. Plus récemment, cette même équipe, dans le cadre de cette même population, ils se sont intéressés cette fois-ci à la relation qu'il pourrait y avoir entre les niveaux de DDT des femmes, on l'a vu tout à l'heure, pendant leur grossesse, et le risque de survenue du cancer du sein chez les filles de ces femmes. Et donc là, ce qu'ils ont observé, c'est une augmentation du risque de presque par 4 chez les filles dont la mère était le plus exposée, 4e quartile d'exposition. Je dis bien du DDT. Ce sont les 2 seules études prospectives qui soulignent quelque chose de clair en ce qui concerne le DDT. Donc actuellement, on en est à 2 hypothèses dont on ne sait pas trop si on pourra les vérifier. La première, c'est qu'in fine, peut-être que la période d'exposition critique pour la survenue d'un cancer du sein, ce n'est pas l'exposition à l'âge adulte, mais c'est peut-être l'exposition intra-utérine, liée à la mère, et le passage transplacentaire de ces molécules qui se fait d'ailleurs sans aucun souci. L'autre question, c'est qu'on sait que le DDT est une molécule estrogénique, alors que le DDE est une molécule anti-androgénique. Or, toutes les études réalisées jusqu'à maintenant portent essentiellement sur le DDE, anti-estrogénique, et très peu sur le DDT, forcément, puisqu'on n'a plus de DDT dans nos corps, ou très très peu. Comme le DDT est estrogénique, et c'est plus dans cette direction où les perturbateurs stéroïdiens hormonaux semblent avoir un potentiel tumoral, on verra le cas après avec le chlordécone, eh bien, cela peut expliquer les contradictions de résultats. Mais vous voyez que ce sont des hypothèses très difficiles à vérifier, puisqu'on ne va pas réexposer les femmes enceintes au DDT, il n'y en a plus. Et des études comme celle de Cohn, il n'y en a qu'une, à notre connaissance au monde, et donc il va falloir se baser sur ça. Donc on n'aura peut-être jamais la réponse concernant les organochlorés, et en particulier le DDT et le cancer du sein. Voilà un peu la situation. On en arrive au cancer de la prostate. Alors, beaucoup de littérature. C'est normal, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. L'homme étant le sexe le plus fréquemment exposé aux pesticides dans des circonstances professionnelles. Et là, par contre, sur la base de nombreux travaux, y compris des travaux bien faits, tous observent que, en milieu agricole, les agriculteurs en général, qu'ils soient utilisateurs ou pas de pesticides, les applicateurs de pesticides, qui sont également vivent dans le milieu agricole, mais aussi quelques études dans la fabrication de pesticides, alors anciens dans des conditions où on fabriquait ces molécules dans des conditions d'hygiène imaginées assez déplorables, eh bien, toutes les études convergent
dans un lien de présomption forte. Toutes les études dans le monde montrent qu'il y a un excès de risque de survenue du cancer de la prostate, tout comme il y a un excès de risque de cancer des lèvres, de mélanome, en milieu agricole, ces derniers expliqués par la lumière. Donc vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup de travaux qui se sont développés sur la prostate et les pesticides. En matière d'organochlorés, je vais passer sur le chlordécone. Les molécules qui ont été les plus étudiées et qui ont donné lieu à des associations, c'est la dieldrine, le bêta-HCH, alors ce n'est pas le lindane, mais le bêta, l'isomère bêta, qui lui est peut-être inactif à visée agricole ou à visée insecticide, mais qui, in vitro, je ne rentre pas dans le détail, a un potentiel toxique apparemment très important, et surtout, c'est l'isomère le plus persistant dans l'environnement. Et donc, dans des sols pollués, où le HCH technique a été utilisé, ce qu'on retrouve essentiellement, ça va être du bêta. Il est coriace. Et puis, le chlordane. Donc, vous voyez, toutes ces études faites en population, très souvent en population générale, parce que bien sûr, au début, c'est professionnel, avec des molécules organochlorées, montrent une présomption, dans l'état actuel, faible. Ici, je vous ai recensé les études qui se basent sur une mesure objective de l'exposition, c'est-à-dire d'un dosage, non pas par questionnaire, mais d'un dosage des molécules dans le sang. Partant du principe qu'il s'agit de molécules persistantes, de longue durée de demi-vie, longue durée de vie dans un organisme, et on sait, je ne rentre pas dans les détails, qu'une mesure ponctuelle, pas pour un individu mais pour une population, est un bon indicateur de l'exposition passée. Vous voyez, la troisième colonne donne des chiffres. Alors, vous voyez, la première, c'est une étude de 58 cas, 90 témoins, donc faible effectif. La deuxième, 79 cas, un peu plus de témoins. La troisième, 65 cas, le cancer de la prostate, beaucoup de témoins, mais peu de cas. Et puis une étude japonaise avec un petit peu plus de témoins et de cas, 200 et 400. Je vais laisser la dernière ligne pour la fin. Et donc, vous voyez que la liste de polluants organochlorés, donc insecticides, est assez nombreuse, que la dernière colonne, ce sont les risques. Alors, je vous rappelle, lorsque le risque est supérieur à 1, c'est un excès de risque. Lorsque le risque est inférieur à 1, c'est un défaut de risque. Et j'ai simplement mis en gras lorsque c'était des risques élevés qui étaient significatifs de la limite de l'acidification. Alors, les résultats sont un peu décourageants parce que, prenez la première étude, alors très faible bien sûr, mais vous voyez que la dieldrine, ce qu'on observe, c'est un défaut de risque, un défaut protecteur entre guillemets, et que la troisième étude, celle de Xu, vous voyez la dieldrine, c'est un excès de risque. Et puis, c'est un petit peu isolé. Donc, difficile à conclure vraiment sur ces différentes molécules. Et puis, plus récemment, ça c'est une étude qu'on a fait en Guadeloupe, on s'est intéressé par le chlordécone, on s'est intéressé également au DDE, mais cette fois-ci avec des effectifs un peu plus importants par rapport aux données de la littérature, donc 576 cas et 600 quelques témoins. Et là, ce qu'on a observé, c'est toujours en population générale, donc un excès de risque limité, mais quand même présent. Donc vous voyez que même sur la prostate, il y a encore beaucoup d'incertitudes pour mettre finalement à une tumeur dont tous les indicateurs semblent démontrer que les expositions au chlordécone sont associées à ce risque, mais on a difficulté à préciser. Peut-être qu'une des difficultés, c'est que finalement, nous sommes exposés, alors, maintenant, essentiellement par voie alimentaire, et pas simplement notre alimentation européenne, mais celle universelle que nous consommons, à tous ces produits qui ont été jadis utilisés, qui se bioaccumulent dans la chaîne alimentaire. Et ce qu'on observe,
Ici, c'est un tableau qui résume les degrés de corrélation qu'on a entre différents insecticides organochlorés tels qu'on les retrouve dans notre sang. Et vous voyez que ce sont des corrélations quand même très importantes. Autrement dit, lorsque l'on dose une molécule et qu'on voit quelque chose, est-ce que c'est dû à cette molécule ou c'est pas à l'autre qu'on aura mesuré? Alors, prendre en compte dans les modèles d'ajustement statistique ces différentes molécules, c'est possible pour quelques-unes, mais ce n'est pas possible pour la myriade, bien sûr, de substances chimiques et la très grande diversité d'organochlorés, parce que maintenant, avec les méthodes analytiques dont on dispose, on pourrait pratiquement détecter la totalité des insecticides organochlorés qui auraient été utilisés sur la planète, parce que forcément, vu la diffusion qu'il peut y avoir, et bien on peut en trouver. Donc ça, c'est une des difficultés auxquelles vont se retrouver confrontés. Alors, on va passer donc sur le cas très particulier du chlordécone. Mon introduction va être vite, puisque déjà un certain nombre ont été dites. La particularité, c'est que c'est une molécule qui a été très peu utilisée dans le monde, et utilisée avant 1975, alors qu'aux Antilles françaises, elle a été utilisée de 73 à 93. Et c'est intéressant de noter que dans l'exposé du professeur Bernard, il a précisé que les insecticides organochlorés avaient été interdits en France, et vous donnez une date de 1972. Mais, exception, à partir de 1973, on donne une autorisation pour l'organochloré. Bien. Très persistant dans les sols, depuis plus de 50 ans, les travaux de l'INRA, de Marie Cabidoche, ont montré qu'il y a 3 types de sols aux Antilles, et pour certains types de sols, on estime que le chlordécone disparaîtra d'ici 4 à 5 siècles, ce qui correspond à une demi-vie, puisqu'une demi-vie, ce n'est qu'une demi-vie. Et bien sûr, à son transfert dans la chaîne eutrophique et contamination de la population liée à l'alimentation. Alors, voici l'état de situation de la pollution des sols sur la gauche, donc en Martinique, en rouge très pollué, en jaune, vert moyennement, et puis l'impact, comme vous voyez dans l'image de droite, sur la pollution du littoral, parce que bien sûr c'est transféré par les eaux de rivière, les eaux de ruissellement, les eaux profondes, etc. Ça finit sur le littoral, et c'est la faune du littoral, bien sûr, qui est contaminée, et toutes ces zones en rouge et colorées correspondent aux zones d'interdiction de pêche, et qui sont fortement polluées. De nos jours, hein, bien sûr. La même situation en Guadeloupe, où c'est un peu plus concentré en Guadeloupe dans ce qu'on appelle la zone de basse terre, mais de plus en plus on découvre des spots en grande terre, parce qu'il y a eu des utilisations illicites. Et j'ai appris récemment, je ne sais pas si c'est exact, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, qu'il y aurait des usages non reconnus, non officiels, pour lutter contre un charançon de la pomme de terre. Alors, je ne sais pas si la pomme de terre, il a un charançon, mais c'est ce que j'ai entendu, alors peut-être un dorifort, d'accord, d'autant plus que le chlordécone, pour l'anecdote, lorsqu'il était fabriqué aux États-Unis, avant 1975, il était pour l'essentiel de la production exporté en République fédérale d'Allemagne, où il était transformé en Kelevan, qui est un insecticide qui était cette fois-ci utilisé contre le dorifort de la pomme de terre, qui a été exporté dans les pays de l'Est, en particulier la Pologne, et on dit aussi, même s'ils ne l'ont jamais reconnu, l'Irlande du Nord, il faudrait savoir. Alors le problème du Kelevan, c'est qu'il se transforme dans le sol en chlordécone. Nous ignorons de nos jours s'il n'y a pas de chlordécone dans le sol des pays de l'Est, en particulier de la Pologne, voire l'Irlande du Nord, mais ça reste entre nous pour l'instant. Donc voici l'état de pollution. Et voici les sources et voies de contamination. Donc ce sont les sols, bien sûr, avec les eaux de pluie, et il pleut beaucoup, vers les eaux de surface et eaux profondes. Les sols constituent, par l'ingestion de sol, du bétail, passage dans les légumes racines. Les eaux du littoral et des rivières, bien, toute la faune est contaminée. Et puis au niveau des eaux de consommation, beaucoup d'eau de captage, y compris des eaux minérales,
qui n'est plus si minérale que ça, puisqu'elle est traitée depuis 20 ans avec des filtres à charbon, et d'ailleurs ils ont dû changer sur l'étiquette eau naturelle minérale en petites lettres, eau traitée par filtre à charbon, bien entendu. Ben, tout cela entraîne la contamination de produits terrestres d'origine animale, d'origine végétale, produits de la mer, des rivières, des eaux de consommation, en particulier les eaux traditionnelles, parce que si vous voyagez aux Antilles, vous verrez qu'il y a plein de sources traditionnelles, presque au sens religieux du terme, et dont les gens vont chercher de l'eau. Et bien entendu, on ne peut pas mettre des panneaux de partout, comme on ne peut pas mettre des panneaux en interdisant de boire l'eau du caniveau. Donc il y a beaucoup de sources d'eau qui sont malheureusement polluées, qui ne sont pas toutes contrôlées. Résultat des courses, bien c'est pratiquement 100% de la population qui est contaminée au chlordécone, trouve des traces de chlordécone. Alors il y a un transfert materno-fœtal qui a lieu, et il y a un transfert par l'allaitement, mais ce dernier est très modeste. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors l'autre contexte, c'est bien sûr le cancer de la prostate, qui est une pathologie tumorale hormonodépendante et qui est de fréquence élevée aux Antilles, mais cela est lié à quelque chose qui est très connu. Les populations qui ont des ascendances africaines subsahariennes ont une incidence beaucoup plus élevée, approximativement le double de celle de caucasiens, mais on retrouve les mêmes chiffres d'incidence que parmi les Afro-Américains aux États-Unis ou les populations africaines ou caribéennes, afro-caribéennes qui habitent au Royaume-Uni. Donc, pathologie fréquente et indépendante. Alors, on est exposé par voie cutanée, par voie orale, par voie respiratoire, essentiellement par voie orale. Qu'est-ce qui se passe avec le chlordécone? Ben, on l'avale et il s'absorbe très très bien dans la lumière intestinale, une efficacité de pratiquement 100%. Et dans le foie, il va retrouver une bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase qui va transformer sa fonction cétone. En fait, le chlordécone, je ne vais vous pas montrer, mais c'est une cage, structure en cage, homocubale, remplie de chlore, et puis un peu au milieu, une petite fonction cétone qui dépasse. Eh bien, cette fonction cétone est hydroxylée par un corpus enzymatique que nous disposons dans le foie, sous forme de chlordécone-alcool. Ce chlordécone-alcool est glucuroconjugué, et donc éliminé par la bile, et hop, ça repart dans la lumière intestinale. Métabolisme assez efficace. Alors, on peut dire, là, c'est réglé. Non. C'est que le problème, c'est que, à nouveau, 99% du chlordécone va se réoxyder et se réabsorbe, et on est face à un superbe cycle entéro-hépatique. Ce qui explique sa demi-vie chez l'homme aux alentours de 6 mois. À peu près dans l'organisme. Et pas plus, vous allez voir. Bien sûr, il y a du chlordécone qui passe dans la circulation, et là, il va être capté, bien sûr, transporté par l'albumine, mais aussi par des lipoprotéines, cette fois-ci de type HDL. Et là, c'est là que le chlordécone casse tous les codes de ce qui est traditionnellement connu pour les organochlorés et d'autres substances. Le chlordécone est une molécule très hydrophobe. L'hydrophobicité se teste dans un test classique, ce qu'on appelle un mélange eau-octanol. Et quand une substance quitte l'eau et va vers l'octanol, on dit qu'elle est très hydrophobe. Sauf que on assimile un peu trop rapidement l'hydrophobicité à la lipophilicité. Or, lipophilicité veut dire attirance vers les lipides, et les lipides en particulier d'un organisme. Or, il s'avère que la particularité du chlordécone, qui le distingue de la quasi-autre totalité des insecticides organochlorés et de substances chlorées non insecticides, PCB ou autres, c'est que ça va se fixer sur les lipoprotéines HDL. Or, les lipoprotéines HDL, rappelez-vous, sont celles qui transportent le cholestérol de la périphérie vers le foie, alors que les LDL et VLDL, c'est le transport centrifuge du cholestérol. Cela explique qu'on va en retrouver dans les graisses, mais pas énormément, qu'on va en retrouver par contre dans les muscles, autant que dans les graisses, que va en retrouver dans certains tissus tels que le cerveau, très peu dans le lait, parce que le lait contient très peu de cholestérol
transportés par les lipoprotéines HDL. Et puis, dans le foie en plus, il y a des protéines, on ne les connaît pas très bien, mais on sait qu'il y a des protéines de liaison qui fait que le foie va être le principal tissu d'accumulation du chlordécone, à la différence des autres insecticides organochlorés. Et très récemment, ça a été présenté dans des congrès, mais ce n'est pas encore publié, dans une étude expérimentale faite à Toulouse, chez Toxaline. Ils ont montré que dans une analyse, au moins chez le rat, où ils se sont intéressés à une distribution fine du chlordécone dans tous les tissus de l'organisme, je vous le donne en mille, quel est l'organe où ils ont retrouvé une quantité très importante de ces molécules, tenant compte du foie, eh bien, c'est la prostate. Alors, cela n'a strictement rien à voir avec ce que je vais vous raconter maintenant, car une chose, ce sont les lieux de stockage, classiquement pour les organochlorés, les graisses. Mais lorsqu'on parle de tumeur, on ne parle pas d'adipeux, de tumeur du tissu adipeux, des autres organes. Il faut distinguer le concept de lieu de stockage et d'événement. Mais, alors, c'est une donnée qui a été présentée dans des congrès, on attend leur publication pour confirmation. Alors, la première étude, alors, pour toutes ces raisons, on s'est intéressé au chlordécone et au risque de survenue du cancer de la prostate. C'est une publication faite en 2010, je vais quand même passer assez rapidement. C'était une étude de cas témoins, rétrospective, 600 cas et 671 témoins, et où l'exposition a été estimée par le dosage de la molécule dense. Ce qu'on a montré, c'est que les sujets qui présentaient, c'est la dernière ligne, les concentrations les plus élevées en chlordécone, dans un modèle ajusté, bien sûr, avaient un surrisque significatif d'1,77 de survenue de cancer de la prostate avec une relation dose-effet, ce qu'on appelle une dépendance significative. Alors, ce qu'on a aussi observé, c'est que cette association était plus importante lorsqu'il y avait des formes agressives au moment du diagnostic, par rapport aux formes non agressives. Et puis en utilisant ce qu'on appelle un indicateur cumulé d'exposition, on a tenu compte du nombre d'années de résidence aux Antilles, parce qu'on sait dater la première date d'utilisation du chlordécone, et on avait le parcours résidentiel de chaque individu. Et bien, en utilisant cet indicateur cumulé d'exposition, on avait conclu les mêmes résultats. Alors, des choses un petit peu amusantes, parce que c'est toujours ce qui ne modifie pas ce que je viens de vous présenter, c'est d'étudier toujours s'il y a des facteurs qui peuvent être ce qu'on appelle des facteurs d'interaction ou moduler le risque. Le premier d'entre eux, c'est qu'on a observé que les sujets qui déclaraient des antécédents familiaux de cancer de la prostate, chez le père ou le frère, eh bien, chez ceux-là, ceux qui étaient les plus exposés au chlordécone, eh bien, le risque était particulièrement élevé chez eux, comme s'il y avait une interaction. Alors, antécédents familiaux, ça veut dire soit on a des facteurs génétiques de susceptibilité qui interagissent avec le processus physiopathologique du chlordécone, soit tout simplement que, en fait, les familles, enfin les membres d'une même famille vont partager finalement des mêmes modes de vie et une chose pourrait expliquer l'autre. Nous avions également observé une interaction avec le fait d'avoir résidé de façon temporaire, bien sûr, dans un pays occidental. Alors, il y avait deux explications. L'une que peut-être le fait de résider dans un pays occidental, alors 90% de ces Antillais sont venus entre 20 et 35 ans, résider essentiellement en région parisienne. Là, je vous parle des années 60, 70, 80. Très souvent se former, trouver un travail, puis sont revenus au pays. Et donc, plusieurs hypothèses. L'influence de polluants environnementaux qu'on retrouve en métropole et qu'on ne retrouve pas là-bas. Il suffit d'habiter à côté du périphérique pour retrouver une pollution atmosphérique qu'on ne va pas retrouver aux Antilles. Soit des comportements alimentaires, car, comme pour tous les cancers, les modes dits occidentaux de consommation, riches en graisse, en sucre, sont des facteurs de risque de survenue du cancer.
Et c'est clair que les Antillais qui sont partis, qui ont malheureusement résidant en métropole, ben, ils ont adopté des modes de comportement alimentaire un peu moins bons, et puis ensuite, ils sont battus. Bon, ça c'est des observations un petit peu à la marge. Plus intéressant, on a montré qu'il y avait une interaction avec un polymorphisme qui code pour ce qu'on appelle la chlordécone réductase. En fait, c'est cette enzyme qui métabolise donc le chlordécone dans l'organisme. Ce qu'on a observé, c'est que les sujets qui présentent un variant associé à une plus faible activité catalytique, eh bien, présentent un risque augmenté de survenue lorsqu'ils sont fortement exposés au chlordécone. Et plus récemment, ça c'est un résultat encore non publié, qu'on a présenté en communication, c'est des polymorphismes de répétition de l'aromatase. L'aromatase est l'enzyme qui transforme la testostérone en estradiol. Et nous voyons que les individus qui sont porteurs d'un nombre de répétitions variant sur la droite, qui sont associés à une plus forte activité enzymatique, donc de la transformation de la testostérone vers l'estradiol, c'est-à-dire vers l'estrogénisation, eh bien, sont toujours également les plus à risque de survenue lorsqu'ils sont fortement exposés au chlordécone. Cette étude en 2010 a été réanalysée en 2015, où on a d'une part amélioré la limite de détection du chlordécone en validant ce qu'on appelle les quality charts. Les données manquantes, il y a dans toute étude épidémiologique, on les a traitées par des procédures, ce qu'on appelle des imputations multiples. Les données inférieures à la limite de détection du chlordécone par imputation simple. Et surtout, on a pris en compte d'autres pesticides et polluants persistants, tels que le TDE, ou alors les polychlorobiphényliers, en utilisant la mesure du PCB du congénère 153, qui est le meilleur indicateur des PCB non dioxyniques. Et vous voyez qu'avec toutes ces améliorations et prises en compte, vous avez trois types de résultats ajustés avec ces nouvelles modalités, au DDE, au PCB, et bien les résultats restaient tout à fait consistants. Les sujets les plus exposés au chlordécone sont associés à un risque significatif, quelles que soient les modalités de traitement. Puis, le temps est passé, et en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va continuer, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à l'évolution de la maladie. Le cancer de la prostate est fréquent. Le cancer de la prostate est une pathologie dont on meurt peu. Voilà, elle dure du temps. Et par contre, elle enquiquine le monde car ça peut évoluer, il y a différentes lignes de traitement. Et on s'est dit, mais la maladie se poursuit. Donc on a décidé d'étudier le rôle du chlordécone sur l'évolution de la maladie par une démarche de cohorte chez des patients présentant une forme localisée de la maladie et traités par prostatectomie totale, c'est-à-dire qu'on enlève la prostate. L'exposition a été estimée par le dosage de la molécule, mais cette fois-ci avant l'intervention chirurgicale. Le suivi médian était un peu supérieur à 6 ans. Je passe sur les caractéristiques générales. Alors, voici tous les polluants qu'on a mesurés dans le sang. C'est la même chose pour la première étude, donc le chlordécone, le DDE, le DDD, le DDT, donc différents PCB, le alpha, bêta, gamma, HCH, et puis toute une série de congénères de PCB qui étaient non détectables. Et regardez, je vais vous montrer ce petit tableau. Je vais vous montrer tout à l'heure en disant, regardez comment tous les organochlorés sont corrélés. Eh bien, regardez ici la corrélation entre le chlordécone et le DDE, j'aurais pu mettre les autres, les 3 PCB. Et vous voyez que les PCB entre eux et avec le DDE, on a des corrélations qui sont 0,4, 0,48, 0,26. Regardez comment le chlordécone est non corrélé avec les autres polluants. C'est très simple, son origine est tout à fait différente. Tous les polluants, sauf le chlordécone, arrivent dans la population antillaise exactement par les mêmes vecteurs auxquels nous arrivent. Par contre, le chlordécone arrive par les légumes racines locaux et les produits strictement locaux. Donc on a des sources d'exposition qui fait qu'on a cette chance de ne pas être corrélé
et donc d'être peu affecté par ces autres polluants organochlorés. Ce qui facilite bien sûr beaucoup les analyses et les interprétations successives. Alors, revenons à cette étude de risque de récidive, et qu'est-ce qu'on observe? C'est que là, pareil, dans différents modèles ajustés, peu importe, il y a différents polluants, on voit que les sujets les plus exposés au chlordécone, eh bien, sont plus à risque de récidive. Alors c'est de la récidive biochimique après prostatectomie radicale. Je vous en dis le mot, je finis cette partie-là. Et vous voyez que pour le DDE et pour le PCB 153, eh bien, absolument rien. Donc, spécifique au chlordécone. Alors, une analyse de sensibilité. On traite par prostatectomie un cancer de la prostate localisé à l'intérieur de la prostate. En théorie, on enlève la prostate, on enlève la tumeur et on guérit l'individu. C'est d'ailleurs la prostatectomie, le traitement de référence qu'on appelle la visée curative. Si ce n'est que, on dit que c'est localisé avant l'intervention. Lorsqu'on intervient, on enlève la prostate. Du coup, on examine la prostate. On voit si la tumeur a passé la capsule prostatique ou pas. Donc s'il y a extension. On fait un bilan du lit chirurgical, généralement par une analyse on fait du terrain et des prélèvements divers et variés. Et à ce moment-là, on va observer que, en fait, seulement un certain nombre de patients avaient vraiment une forme localisée. Et donc on a fait une analyse de sensibilité restreinte à ceux qui avaient d'une part un score de Gleason très peu agressif, un stade strictement localisé, de type PT2, et surtout des marges chirurgicales de résection de la prostate négatives, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun passage, on n'a rien laissé dehors. Eh bien, dans cette analyse de sensibilité, on voit exactement pareil comment le chlordécone, les sujets les plus exposés au chlordécone, est associé à un risque, vous voyez, multiplié par 2,5 ou presque 3 selon les modalités d'ajustement, et absolument pas sur le cas du DDE et du PC. Alors, pourquoi a-t-on une récidive même dans ces cas-là? Parce qu'on sait très bien même si on enlève la tumeur de façon efficace, eh bien, il reste des cellules tumorales dans l'organisme, ne serait-ce que dans la circulation sanguine, cela a été montré. Et, dans un grand nombre de cas, ces cellules tumorales circulent, et il se passe plus de temps en temps. Il y en a certaines qui vont trouver un lit où ils vont se fixer par des mécanismes qu'on connaît encore très loin, qui vont donc créer leur micro-environnement, se développer et puis générer de métastases. On sait que la récidive biochimique, on parle de récidive biochimique, est un facteur de risque de survenue de métastases. C'est la raison pour laquelle, lorsque un patient est opéré, il est suivi avec des dosages de PSA régulièrement, et ceux qui voient leur élévation de PSA se produire, et cela est maintenu, ça signe donc une récidive. Et à ce moment-là, le médecin propose une deuxième ligne de traitement, très souvent l'hormonothérapie, par exemple. Ceci, bon, ça c'est des Kaplan-Meier, hein, certains d'entre vous connaissent, où on a étudié la récidive sur les 5 ans, parce que très souvent c'est un indicateur quel est le taux de récidive à 5 ans, et vous voyez la courbe rouge, quels que soient les modèles, eh bien, ça dégringole, puisque ça correspond aux sujets les plus exposés au chlordécone par rapport aux autres. Alors, en conclusion, on l'a vu, l'exposition au chlordécone est associée à un risque accru de survenue du cancer de la prostate, et à droite, l'exposition au chlordécone est associée à un risque accru de récidive. Bien, je ne reprends pas, on a vu. Alors, bien sûr, association n'est pas causalité, mais rien n'empêche d'organiser les faits empiriques et de leur donner du sens, et une telle approche, bien sûr, relève davantage du jugement que de la démonstration. Alors, aussi bien les deux, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les contrôles de biais, de sélection, placement d'exposition, d'événements de santé, biais de confusion, qu'on a essayé bien entendu de réduire au maximum. Les associations sont significatives. Il y a une présence toujours d'un gradient
biologique dose-réponse. Dans le cas de l'étude initiale de survenue, la durée d'exposition a été estimée moyenne de 30 ans. Dans la deuxième étude, l'exposition a été estimée bien sûr avant l'intervention. Et point très important par rapport à ce que je vous disais sur le cancer du sein. Toutes les études sur les organochlorés que nous faisons sont entachées par la question. Mais ce qu'on mesure, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important? L'exposition à l'âge adulte ou l'exposition prénatale? Sachant que c'est des produits qui ont commencé à être utilisés vers la fin des années 30, des années 40, des années 50. Or, avec le modèle chlordécone, on a une circonstance unique, c'est qu'on a commencé à l'utiliser en 1973. Or, tous les hommes de ces études sont nés avant 1973. Le plus jeune avait 14 ans. Donc, ce qu'on est sûr, et en admettant que ces résultats correspondent à la vérité, enfin que ça soit vrai, eh bien, on est là face à des effets liés à une exposition postnatale et donc à l'âge adulte. Donc, on ne peut pas entacher, on peut critiquer bien sûr ces résultats, c'est tout à fait normal, mais on ne peut pas les entacher de cette critique, puisqu'il n'y a pas eu d'exposition prénatale possible. Alors, j'en finirai là, sur la plausibilité biologique, une chose de ce genre. Alors, c'est un cancérogène chez l'animal, il est non mutagène, et des études ont montré qu'il était promoteur tumoral. Il a des propriétés hormonales, en particulier d'être des agonistes des récepteurs alpha et antagonistes des bêta, de ce qui est d'ailleurs réactiver des récepteurs membranaires aux estrogènes comme les GPR30, d'avoir, et ça c'est très intéressant, des propriétés angiogéniques. En fait, c'est une molécule, on sait, qui favorise la prolifération des cellules endothéliales et la vascularisation de tumeurs prostatiques, mécanisme lié à récepteur alpha. Et finalement, un ensemble de propriétés, dont je pense que Xavier va développer dans la problématique, par exemple l'augmentation de l'expression de facteurs intervenants dans la signalisation du micro-environnement tumoral, récepteur-chimiokine, protéines d'adhésion, inhibition des communications intercellulaires, induction enzymatique de différents types de cytochromes, récepteurs PXR, augmentation de l'activité de l'ornithine décarboxylase, inhibition d'un certain nombre d'ATPases, en particulier mitochondriales, perturbation de la distribution du calcium intracellulaire, et la dernière, stimulation de l'activité des protéines kinases C. Tout cela, bien sûr, confère une certaine plausibilité biologique donc au chlordécone. Bon, après, on ne va pas discuter ça, mais c'est clair que d'aucuns peuvent l'interpréter de façon différente. On pourrait conclure que finalement il ne se passe rien. On est très content pour les populations antillaises. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une question parce qu'on est un peu en retard. C'est après avec Xavier. S'il y a une question courte, sinon on va passer à la dernière présentation. J'ai une courte question pour présenter la présomption d'IA. Ça veut dire c'est l'éloignement de la bande inférieure